Je pense qu'il est très important d'oser aborder le problème de la consommation de tabac avec les patients. Aborder cette question de façon non stigmatisante pour au contraire montrer aux patients qu'on s'intéresse à sa consommation, mais en même temps qu'à sa consommation, on s'intéresse à lui. Bienvenue dans Sans filtre, la série de témoignages pour commencer à arrêter de fumer. Cette année, pour Moi sans tabac, la CEPAM de l'Artois vous donne rendez-vous tous les 15 jours pendant 2 mois pour découvrir les portraits audio d'assurés et de professionnels de santé qui, à travers leur vécu personnel ou leur expérience professionnelle, nous rappellent que fumer n'est pas anodin pour notre santé et celle des autres. À l'heure actuelle, la consommation de tabac reste répandue sur nos territoires. D'après le Collège de médecine générale, 25% des patients sont des adultes fumeurs. Les hommes fument toujours plus que les femmes, même si cet écart se réduit depuis quelques années. L'âge de la première cigarette est situé à 14 ans et demi. À ce sujet, un quart des adolescents âgés de 17 ans sont identifiés comme fumeurs. À cet âge, le tabac est dans la moitié des cas associé à d'autres consommations, comme la chicha ou le cannabis. L'alcool a également une part prédominante dans cette co-consommation. Inégalité et tabac forment un duo notable. Chez les patients aux revenus faibles, la consommation de tabac est supérieure de 15% par rapport à la moyenne nationale. Depuis ses débuts, le docteur Duparc, médecin exerçant à Libercourt, au cœur du bassin minier, note toutefois une évolution des comportements grâce notamment aux politiques de prévention. Je pense que les lois qui limitent la promotion ou la consommation de tabac ont fait leur effet, puisque l'image positive du fumeur en termes de convivialité, ça je trouve que ça a beaucoup diminué. Après, sur le plan individuel, c'est pareil. L'impact des campagnes de sensibilisation sur les effets du tabac sur la santé, en général, fait que quand même on a une augmentation de demande d'aide au sevrage. C'est aussi en termes de tabagisme passif. Les gens acceptent mieux l'idée de, même chez eux, de sortir consommer dehors plutôt que de fumer devant les enfants, devant leur famille, etc. Au fil des années, les études scientifiques menées sur le tabagisme et ses risques sont parvenues à un résultat commun. Il n'y a pas de profil type de fumeur. À ce sujet, le docteur Duparc insiste sur le fait que l'entrée dans le processus addictif est individuelle. Les études de consommation montrent une telle diversité, une telle variété, que ce soit par rapport aux patients en termes d'âge, de sexe ou de situation sociale, que sur les modes de consommation quotidienne ou occasionnelle et en termes de quantité. De même que les modes d'entrée dans la dépendance sont vraiment tellement différentes que c'est vraiment difficile de définir un profil type, même s'il y a sans doute des facteurs de vulnérabilité qu'on doit rechercher. Le tabac étant un produit avec un haut potentiel éctogène qui provoque des addictions plus rapides que l'alcool. L'autre facteur important, c'est les fragilités personnelles, en termes de traumatisme, ou en termes de difficulté à gérer le stress, ou en termes de difficulté à identifier et gérer des émotions. Le facteur environnemental est très important aussi, par rapport au repas, à l'association avec le café, la conduite automobile où on fume au volant. Voilà. Tout ça sont des habitudes dont il faut tenir compte dans le profil pour adapter la prise en charge. Les messages figurant sur les paquets de cigarettes nous le rappellent sans cesse. Fumer n'est pas sans risque pour notre santé. Le tabac est toujours responsable d'un tiers des cancers, dont 90% des cancers pulmonaires et des voies aérodigestives supérieures. Ces conséquences néfastes s'attaquent à différentes parties et organes de notre corps. Dans sa pratique, le docteur Duparc prête une attention toute particulière à l'émergence de symptômes chez ses patients. On considère que le tabac est responsable de 80% des artérites et de 35% des infarctus. 85% des BPCO sont dus au tabac, bronchopneumopathie chronique obstructive. Ce sont les signes de la sphère pulmonaire, ORL et des voies aériennes digestives supérieures qui montrent une atteinte déjà évoluée, en sachant que si le tabagisme est connu ou suspecté par des signes indirects cutanés ou simplement olfactifs, bien évidemment l'examen clinique doit être d'autant plus attentif, de même qu'on n'hésitera pas à prescrire des examens paracliniques, radio ou scanner pour rechercher des atteintes encore infracliniques. Pour le docteur Duparc, oser évoquer ce sujet avec ses patients constitue une des clés dans l'accompagnement vers l'arrêt du tabac. Chaque patient doit bénéficier d'une écoute adaptée et non stigmatisante afin de créer un dialogue basé sur la confiance. Je pense qu'il est très important d'oser aborder
le problème de la consommation de tabac avec les patients. Le praticien peut avoir, entre guillemets, peur que d'aborder ce problème puisse provoquer chez le patient un blocage ou un rejet. Au contraire, aborder cette question de façon non stigmatisante peut au contraire montrer au patient qu'on s'intéresse à sa consommation, mais en même temps qu'à sa consommation, on s'intéresse à lui. Alors personnellement, j'utilise un outil qui est le lecteur de CO, l'oxyde de carbone, qui a l'avantage de matérialiser une consommation de façon très concrète, qui permet donc d'aborder le problème, d'assurer un suivi. Et puis donc ce dialogue, il commence par le rappel que le tabac, c'est un produit légal. Sa consommation relève d'une liberté individuelle et d'un choix personnel. Mais par contre, que peut-être plus ce choix sera éclairé, mieux il pourra être fait par le patient. L'objet, c'est d'évaluer deux paramètres importants. D'une part, le niveau de dépendance à la nicotine du patient, et d'autre part, d'évaluer sa position par rapport à un éventuel changement de consommation. Pour ce qui est de la dépendance à la nicotine, l'outil d'évaluation validé le plus fréquemment utilisé, c'est le test de Fagerström, très simple à utiliser. Et en fait, quand on fait le test complet, il y a 6 questions. Si on veut faire un test simplifié, on se limite à 2. Qui sont le nombre de cigarettes consommées par jour et l'heure de la première cigarette. On peut également étudier la difficulté d'abstinence pour le patient, la consommation plus fréquente le matin que l'après-midi, savoir s'il consomme quand il est malade, savoir quelle est la cigarette qui lui paraît la plus facile à supprimer. Et puis donc le travail du médecin par rapport à cette dépendance, ça va être d'accompagner le patient dans retrouver la liberté de consommer. Sur la recherche de la position du patient face à un éventuel changement de consommation, l'outil utilisé, c'est une approche motivationnelle basée sur le modèle de Prochaska qui définit différents stades, la précontemplation, la contemplation, la détermination, l'action et la maintenance de la décision. Le travail du thérapeute consistant à accompagner le patient et à l'aider à passer chaque stade. Il peut y avoir des difficultés, il peut y avoir des régressions, il peut même y avoir des rechutes complètes. Les difficultés ne doivent pas être considérées comme des échecs, mais au contraire l'occasion de mieux approfondir et de mieux connaître le patient. Au fil des années, la représentation du tabac a évolué pour l'opinion publique. En parallèle, les professionnels de santé et les médecins généralistes en première ligne ont fait évoluer leurs pratiques. De nombreux outils sont venus étoffer les dispositifs d'accompagnement. Le docteur Duparc s'appuie également sur l'apport de ses confrères et consoeurs, psychologues et psychiatres. Notre formation universitaire est basée sur le modèle biomédical, c'est-à-dire un symptôme, un diagnostic, un traitement. Et donc en fait la prise en charge de ce type de problème a évolué dans la place donnée à l'écoute du patient et au rôle qui lui est donné dans sa prise en charge. Il s'agit donc là d'un modèle qui est basé sur la co-construction d'une prise en charge. Le médecin ne perd pas sa capacité de compétence et d'expertise, mais il donne une place au patient dans la construction de la prise en charge et avec l'idée que la prise en charge n'est pas définie une fois pour toutes, mais qu'elle est bien évolutive en fonction des résultats donnés, de la capacité du patient à suivre. Je pense que c'est important de pouvoir proposer au patient ce qui lui convient le mieux. Des traitements de substitution à la nicotine pour justement lutter contre le sevrage, que ce soit les patchs ou les gommes, enfin tout ce qui peut exister à base de nicotine. De même que la nicotine peut être utilisée avec l'utilisation des cigarettes électroniques, comme aussi élément d'aide au sevrage. J'aime beaucoup quand les psychologues travaillent sur les émotions parce qu'on s'aperçoit que les addictions en général et le tabac en particulier peuvent aider à gérer certaines émotions que le patient ne sait pas identifier et en tout cas ne sait pas exprimer de façon adaptée. Après, je vous ai parlé des thérapies cognito-comportementales. C'est surtout aider le patient à repérer les situations à risque de consommation. La cigarette après le repas, la cigarette associée au café. Repérer toutes les situations à risque et anticiper avec le patient des comportements dits de substitution, là aussi. Quand ça se passe comme ça, qu'est-ce que je peux faire pour éviter le comportement de consommation du tabac ? L'addiction est aujourd'hui reconnue comme maladie chronique. Pour le docteur Duparc, il n'y a donc pas de victoire définitive sur ce sujet, que ce soit pour les patients ou pour les professionnels de santé les accompagnant. Il s'agit plutôt d'aider le patient en termes d'autonomie et de compétences.
cette autonomie, cette compétence, il va pouvoir la développer non seulement par rapport au tabac, mais je dirais que de façon générale par d'autres types de consommation ou d'autres comportements, ça pourra l'aider. Tout ça se traduit à la fin par le patient qui peut dire merci. Et surtout, je reviendrai si j'ai besoin, ça veut dire qu'il a compris qu'il n'y avait pas de victoire définitive et qu'il pourra être éventuellement encore en demande d'aide. Face aux évolutions des pratiques de consommation de tabac, les messages de prévention sont continuellement adaptés et doivent, selon le docteur Duparc, s'adresser à 2 publics prioritaires. Chez les adolescents, c'est un âge donc particulier où on se construit, et donc d'éviter tout ce qui peut faire peur ou tout ce qui peut stigmatiser des comportements, puisque à cet âge-là, ça risque d'être contre-productif. Et qu'au contraire, c'est s'appuyer sur certaines valeurs qui sont quand même reconnues, présentes à l'adolescence, valoriser la volonté d'autonomie, la volonté de liberté, qui sont en opposition avec la dépendance qu'induit la consommation de tabac. Chez les adultes, c'est promouvoir les valeurs individuelles telles que la pleine conscience, la qualité relationnelle. Et puis sur le plan social, c'est le vivre ensemble respectueux des uns et des autres en termes de tabagisme passif. En parallèle des politiques de prévention, les professionnels de santé ont également un rôle clé à jouer. La coordination des pratiques est au cœur de ce défi actuel. Comme toutes les dépendances, ça se prend en charge de façon pluridisciplinaire, avec les pharmaciens qui ont un rôle de conseil important par rapport aux produits de substitution, aux infirmières qui souvent voient le patient régulièrement, aux psychologues, les kinés quand il y a déjà des complications, les sages-femmes quand ça concerne une étape de la vie particulière, les chirurgiens dentistes. Cette coordination pluridisciplinaire, c'est une condition nécessaire, je dirais, à la réussite de la prise en charge et qui est nécessaire même si elle n'est pas suffisante. À l'avenir, la constitution des CPTS, ayant un projet addictologique, doit favoriser et permettre donc la constitution de ces coordinations pluridisciplinaires. Merci au docteur Duparc d'avoir apporté son témoignage riche et précis. Sans filtre revient dans 15 jours pour un nouvel épisode. On retrouvera au micro une autre professionnelle de santé, Hélène Margès, sage-femme tabacologue, pour un épisode dédié à la consommation de tabac pendant la grossesse. D'ici là, n'hésitez pas à partager et écouter les 2 premiers épisodes de la série. Si vous souhaitez être accompagné dans votre arrêt du tabac, parlez-en avec votre médecin. Ensemble, vous trouverez la solution adaptée à votre situation. Pour plus d'informations sur les risques liés au tabac, de nombreux contenus sont disponibles sur amélie.fr. Le site tabac-info-service.fr regorge également de ressources et conseils pour être épaulé dans votre arrêt. L'assurance maladie,